Bonsoir à tous, avec les 5 minutes protocolaires de retard. Je vous souhaite la bienvenue à notre événement live Eltern Alsace de ce 6 février 2025. Je me présente rapidement. Je m'appelle Claude Frolicher, je suis président de l'association de parents d'élèves de l'enseignement bilingue Eltern Alsace, qui existe depuis 30 ans cette année. Nous organisons sous différentes formes des réunions d'information pour les parents d'élèves. Celle-ci a pour but plus particulièrement de vous apporter, si possible, toutes les réponses à vos questions concernant l'opportunité, l'intérêt d'inscrire votre enfant dans un cursus bilingue, ici en Alsace, à la rentrée prochaine. Chaque année, évidemment, il y a une décision qui se prend quand on a un enfant qui entre à la maternelle. Est-ce que, si le cursus est proposé, je vais inscrire mon enfant en classe bilingue l'année prochaine? C'est un choix qui n'est évidemment pas facile, parce que quand on est jeune parent, on a plein d'autres soucis. Et pourtant, c'est une décision très importante, parce que si on l'apprend, on a bien fait de le faire. Si on ne l'apprend pas, on ne peut pas se rattraper dans les années qui suivent, puisque le cursus bilingue, il commence en maternelle, et il n'est pas possible d'y entrer plus tard dans le cursus de l'enfant. Donc c'est maintenant que la décision se prend, et c'est donc pour vous donner un maximum d'informations, peut-être aussi vous rassurer et surtout répondre à toutes vos questions, que nous organisons cette réunion. Je souhaiterais remercier et accueillir Ranka Bielic-Babic, psycholinguiste, qui nous a fait l'honneur l'année dernière de participer avec un grand succès à cette réunion, et donc on est très très heureux qu'elle ait accepté cette année à nouveau d'être des nôtres pour vous apporter ses compétences scientifiques en matière de psycholinguistique. Elle pourra vous apporter les informations scientifiques sur l'intérêt d'un apprentissage précoce de 2 langues, voire même de plus. Et moi, je commencerai par vous faire un rapide exposé de ce qu'est le cursus bilingue chez nous en Alsace, pour éventuellement vous donner un certain nombre d'informations de contexte dont vous auriez besoin. Alors n'hésitez pas, sur quelques réseaux que vous soyez, on est sur Facebook, Instagram, YouTube, Facebook, et Zoom ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions par tous les moyens. On a une équipe qui est installée dans la salle d'à côté là, et qui tiendra compte de l'ensemble de vos questions, et on essaiera soit en cours de réunion, soit à la fin, de passer en revue l'ensemble de vos questions pour vous apporter là encore des réponses précises. On connaît la capacité de concentration lors d'une réunion en visio, donc on va essayer de se tenir à un timing d'une heure, une bonne heure, 1 heure et quart, en espérant que vous serez tous attentifs jusqu'au bout. Et puis si vous ne l'êtes pas, vous aurez toujours la possibilité du rattrapage, puisque cette réunion sera également disponible ensuite en podcast ou sur notre chaîne YouTube. Enfin, et avant de commencer, je remercie l'équipe, Pierre Meyer et Anne-Cécile Birgy, ainsi que David Schulke, notre équipe de permanents ici à Colmar, qui nous ont permis d'organiser, de préparer et de coordonner cet événement. Ça a l'air simple une fois que c'est parti, mais je peux vous dire que en arrière-plan, il y a de la technique, dont je ne maîtrise absolument rien. Bien. Donc je vais vous faire brosser un rapide portrait de ce qu'est le cursus bilingue chez nous en Alsace. Je pense que tout le monde voit mon écran. Hop, voilà. Le déroulé de la réunion, vous l'avez compris, une rapide présentation du bilinguisme et de l'enseignement bilingue, l'intervention de Ranka qui répondra à un certain nombre de nos questions qu'on lui a bien sûr posées en amont, afin qu'elle puisse se préparer, et ensuite, si vous le souhaitez, un échange avec vous. Eltern Alsace, je le disais, existe depuis 1995. Notre job, c'est d'accompagner, de promouvoir et d'accompagner le développement de l'enseignement bilingue en Alsace. Et on est bien entendu entièrement dédié aux parents d'élèves, puisque ce sont eux nos adhérents, c'est eux qui ont fondé l'association, et c'est notre objectif de les représenter dans la vie quotidienne, mais aussi auprès des institutions. On a une permanence ici à Colmar, on a 17 antennes locales sur l'ensemble du territoire alsacien, pour être au plus proche des préoccupations des parents, et elles sont nombreuses. Outre l'accompagnement sur la petite enfance tel qu'on va en parler ce soir, l'un de nos projets très structurants, c'est le projet Eurostage,
on a développé depuis une dizaine d'années un accompagnement des élèves de troisième. Alors pourquoi j'en parle maintenant? Ça paraît un peu prématuré, mais l'engagement dans le cycle bilingue pour un enfant, bah, ça commence à 3 ans, comme je le disais tout à l'heure, en maternelle, et puis ça va aller jusqu'au collège. Et au collège, vous le savez tous, il y a un stage de découverte de l'entreprise d'une semaine qui doit être effectué par tous les élèves. Et donc Alternalsace a développé avec les chambres de commerce en Allemagne, avec les chambres de métiers, avec l'aide de l'éducation nationale et des collectivités ici en Alsace, un programme qui s'appelle Eurostage et qui a permis aujourd'hui à plus de 1200, je crois, élèves de participer et de faire leur stage de découverte de l'entreprise en Allemagne, dans une entreprise, en immersion pendant une semaine. C'est un programme qui connaît un très grand succès, aussi bien auprès des entreprises allemandes qui sont très satisfaites de ces expériences, et des élèves, bien sûr, qui en retirent un grand avantage, et des profs aussi qui, même si ça leur procure beaucoup de travail, je crois, sont chaque année ravis de l'expérience que leurs élèves peuvent faire dans ce cadre-là. On pourra en reparler tout à l'heure si vous le souhaitez, mais je ne veux pas m'étendre trop sur ce sujet qui n'est peut-être pas votre sujet prioritaire. Alternalsace participe aussi et essaye d'aider, vous le savez, c'est un sujet qui revient de manière récurrente, la problématique du recrutement des enseignants compétents dans le domaine de l'enseignement bilingue. Donc, nous avons lancé en 2020 un programme qui s'appelle Recrutor et qui consiste à faire la promotion des métiers de la langue régionale, des métiers de l'enseignement bilingue, afin que l'éducation nationale en priorité, mais aussi les associations de type ABCM, je ne sais pas si vous connaissez, ABCM c'est donc l'enseignement associatif bilingue, ici en Alsace, puissent avoir plus de candidats pour les postes d'enseignants en langue régionale, qui souvent sont vacants. Là encore, je ne vais pas m'étendre trop, mais je voulais que le nom du projet soit cité, on pourra en reparler si vous avez des questions. Alors, quelques infos générales sur le bilinguisme en Alsace. Alors, il y a un sujet qui est permanent, récurrent, qui traverse toutes les discussions, c'est la langue régionale, c'est quoi chez nous? Donc, notre définition, elle est celle qui est officielle, c'est que notre langue régionale, c'est l'allemand. C'est l'allemand standard pour ce qui est de la version écrite, et c'est bien sûr l'allemand dans toutes ses variantes dialectales. Pour ceux qui sont dialectophones, vous savez que l'alsacien d'Alkirch et du Sundgau n'est pas l'alsacien de Sarrebourg, n'est pas l'alsacien de Strasbourg, n'est pas l'alsacien de Colmar. Donc, souvent on essaye d'opposer, enfin il y a des gens et des tendances à opposer la langue allemande et l'alsacien. Pour nous, c'est très clair, l'alsacien et l'allemand, ce sont les deux faces d'une même médaille. L'alsacien, c'est notre dialecte, c'est la variante orale de notre langue régionale, mais elle est rattachée, bien sûr, à l'allemand standard. Je ne prendrai que l'exemple. Mon grand-père, quand il me parlait l'alsacien, mais quand il écrivait le Hochdeutsch, donc l'allemand standard. En Alsace, il existe une convention sur laquelle se base l'apprentissage du français et de la langue régionale. Cette convention est signée entre l'Académie de Strasbourg, donc l'État, l'éducation nationale donc, et les collectivités territoriales. Alors avant c'était les deux départements et la région Alsace, maintenant ce sont la CEA, la collectivité européenne d'Alsace, et la région Grand Est. Et dans le cadre de cette convention, le développement de l'enseignement de la langue régionale est défini. Alors, l'Alsace, bien sûr, n'est pas la seule région de France où existent des langues régionales. Vous connaissez la Bretagne, le Pays catalan, le Pays basque, le Languedoc, la Flandre, etc. Les langues régionales sont bien sûr très nombreuses en Alsace. Nous, on a une spécificité en Alsace, c'est que notre langue régionale, comme je viens de vous le dire, c'est aussi l'allemand. Et donc, c'est aussi la langue la plus parlée dans l'Union européenne, puisqu'il y a plus de 130 millions de locuteurs à travers le monde, et bien sûr, essentiellement en Europe. C'est la langue officielle, bien sûr, de nos voisins, l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg, en petite partie de la Belgique, etc. etc. Donc la langue régionale, chez nous, elle a bien sûr un aspect patrimonial et culturel et historique, mais elle a aussi une composante économique, puisque un jeune qui pratique le français et la langue régionale, donc l'allemand, a non seulement la chance d'être bilingue en soi, mais aussi que cette deuxième langue est la langue la plus parlée en Europe, et donc ça lui apporte bien sûr un atout professionnel pour
future orientation qui est très important. Enfin, j'ajoute que quand on est bilingue ou quand on a une éducation dans les deux langues, le français et l'allemand, l'apprentissage de l'anglais est souvent grandement facilité. Mais ça, Ranka nous en parlera de manière bien plus compétente que moi pour vous expliquer combien un bilingue précoce est un trilingue aisé. Donc en Alsace, tout le monde, normalement, tous les élèves sont exposés à un enseignement de la langue allemande. C'est ce qu'on appelle l'enseignement extensif, qui normalement est diffusé dans l'ensemble des écoles. Tous les gamins devraient avoir normalement 3 heures par semaine d'enseignement de la langue allemande, en l'occurrence. Voilà, la nuance est subtile, bien sûr, entre langue régionale et langue allemande, en l'occurrence, mais l'enseignement extensif, c'est bien de l'allemand qu'on parle, et normalement, tous les élèves doivent avoir 3 heures d'allemand au premier cycle. L'enseignement bilingue, donc ce qui nous préoccupe ce soir, ou ce qui nous occupe ce soir plutôt, est appelé l'enseignement bilingue paritaire. Donc, ce qui a été mis en place à partir du début des années 90, c'est dès la première année de maternelle, un enseignement qui se fait à moitié en français et pour l'autre moitié en langue régionale. Donc en allemand, voire en dialecte si l'enseignant est capable de le faire. Donc ce système fait aujourd'hui, bien plus que 30 ans aujourd'hui. Alors ça a commencé de manière assez confidentielle, c'est d'ailleurs à cette époque-là que l'association a été créée, parce que un petit nombre de parents s'est réuni pour faire pression et essayer d'obtenir l'ouverture des premières classes bilingues, donc ça a été un combat au départ, évidemment. Et puis ça s'est développé au fil du temps. Pourquoi précoce? Alors évidemment, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Il est très important de comprendre que plus l'exposition à une langue seconde est précoce, plus ça commence tôt, et bien plus ce sera efficace. On citera donc Claude Agege, qui est un de nos grands linguistes. Je vous laisse lire, ou je le cite. C'est entre 3 et 4 ans que la capacité d'apprentissage des langues est maximum ou maximale. C'est là que les capacités de mimétisme, sur quoi est fondé l'essentiel de l'apprentissage d'une langue, sont à leur maximum. Après 13 ans, l'appareil phonatoire articulatoire se fige, ce qui explique que les adultes ont tant de mal à apprendre les langues étrangères. Il y a probablement des gens qui voient exactement de quoi on parle parmi notre auditoire. C'est évidemment très difficile de se mettre à une langue étrangère quand on a 20, 25 ou 30 ans, ou plus. Donc, il est essentiel de commencer l'exposition à la langue de manière la plus précoce possible, d'où le démarrage de l'enseignement bilingue dès la maternelle. Et il faut bien sûr être rassuré sur le fait que l'acquisition précoce d'une deuxième langue ne se fait pas au détriment de la langue maternelle, mais à son bénéfice. Il ne s'agit pas d'un système de vase communicant. C'est pas parce que je fais plus d'allemand que mon français va en souffrir. Mais là encore, je me référerai à l'intervention de Ranka tout à l'heure. Donc, les principes qui président, je dirais, à notre façon de promouvoir l'enseignement bilingue en Alsace, c'est 1, la précocité, je vous en ai parlé, 2, la continuité, donc l'idée que, pour ce qui est de l'école, on parlera plus tard bien sûr du fait qu'il faut aussi organiser l'exposition à la langue seconde dans d'autres milieux qu'uniquement le milieu scolaire, mais à l'école, il est important, bien sûr, qu'il y ait continuité. Donc, en Alsace, quand vous inscrivez votre enfant dans une maternelle bilingue, vous avez la continuité de cet enseignement qui va se faire ensuite, après la maternelle, à l'élémentaire, après l'élémentaire au collège. Donc la filière bilingue va des 3 ans de l'enfant, de sa première année de maternelle, à la 3e. La durée d'exposition est très importante, comme on l'a dit. Donc plus il y a d'exposition à la langue seconde, mieux elle va être acquise. Alors le maximum qu'on a pu négocier à l'époque, dans les années 90, c'est ce que je vous disais, c'est le paritarisme, donc 12 heures en français et 12 heures en allemand. Il y a des systèmes dits d'immersion, où les enfants sont par exemple en première année de maternelle, voire pendant les 3 années de maternelle, où l'enseignement se fait uniquement dans la langue régionale, parce qu'évidemment, en dehors de l'école,
Les enfants sont plutôt baignés dans un monde francophone, donc on pourrait encore aller plus loin que cette parité horaire, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on a pu obtenir de mieux. Et il y a un quatrième principe auquel nous, on tient beaucoup en Alsace. Alors, il y a des chapelles un peu différentes. En Bretagne, ils ne voient pas ça tout à fait comme nous. Mais nous, on tient beaucoup au principe un maître, une langue, pour que l'élève, l'enfant, ait un référent linguistique pour chacune des deux langues. Une maîtresse ou un maître arrive le matin en disant bonjour, l'autre maîtresse ou maître arrive l'après-midi en disant einen schönen Tag. Et donc l'importance pour les petits en particulier d'avoir un référent, on le voit par exemple dans les couples bilingues, enfin dans les couples où il y a une personne qui a une langue maternelle qui n'est pas le français, ben, très souvent, si la maman est allemande par exemple, c'est elle qui va parler tout le temps allemand à son enfant, et le papa est français, il va parler français. Donc c'est ce principe-là qu'on veut également voir appliqué dans les écoles. Voilà, alors bon, l'organisation dans les maternelles, en général, c'est une journée en français, une journée en langue régionale. Il y a d'autres écoles qui parfois s'organisent aussi par demi-journée, donc le matin en français, l'après-midi en langue régionale, et puis le lendemain, c'est l'inverse. Et bien entendu, à la maternelle, il ne s'agit pas d'un enseignement magistral, donc ce sont les activités qui sont utilisées avec l'apprentissage, bien sûr pas enseigné comme une matière. À la maternelle, vous vous doutez bien qu'il s'agit avant tout d'avoir des activités, qu'elles soient faites en français ou en allemand, et bien sûr pas avoir un enseignement en tant que tel. Alors, pour faire une petite pause en ce qui me concerne, je vais vous faire profiter d'une petite vidéo qui donne une très bonne impression de la façon dont peut se passer cet enseignement en langue régionale. Cette vidéo a été éditée, si je ne me trompe pas, par le conseil départemental du Haut-Rhin, mais je dis peut-être une bêtise, peu importe. Je vous fais profiter de ces 5 minutes qui vous donneront un aperçu de la façon dont ça se passe sur le terrain. Hallo Kinder, guten Morgen, komm wir singen, la la la, la 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 la, komm wir singen, la la la. Timeo, wie geht es dir heute Morgen? Du hast deine Brille nicht. Es geht mir gut. Es geht dir gut, und warum geht es dir gut ohne Brille? Demain, c'est l'anniversaire de ma petite sœur. Wer hat morgen Geburtstag? Deine Mama? Nein, Wer hat morgen Geburtstag? petite sœur. Wer hat morgen Geburtstag? Seine kleine Schwester, bravo Elle. Seine kleine Schwester hat morgen Geburtstag. Und wie alt wird deine Schwester? Die wird 2 Jahre alt. Oh, Timeo freut sich. Seine kleine Schwester wird 2. Wer ist da? Wer ist nicht da? Charlotte, darf ich die Mäuse bitte hinter dir haben? Charlotte, bist du Charlotte? Ah, nein, Charlotte ist ein großes Mädchen. Du bist kein großes Mädchen, Leo. Oh la la, wie viele Mäuse hast du denn gefangen heute Morgen? 4. 4 Mäuse hat Charlotte gefangen. Wir zählen sie nochmal? Ja. 1, 2, 3, 4. Ah ja, er ist nicht da. Das ist Nathan, ihr habt recht. Wo ist denn Nathan? Ist er krank? Nein. Nein, Nathan ist nicht krank. Er ist bei Opa und Oma, ja, er ist bei Opa und Oma. Seine Mama ist krank, seine Mama ist im Krankenhaus, ja, und Nathan ist bei Opa und Oma. Elle est à l'hôpital. Ja, sie ist im Krankenhaus, ja, sehr gut, im Krankenhaus. So, heute Morgen fehlen wie viele Kinder? Komm. 4 Kinder sind nicht da. Amandine, dein Kopf ist ein bisschen klein. Soll ich ihn ausradieren?
Ja? Sehr groß. Oh, der Bauch. Das ist der Hut. Okay, das ist der Hut. Ihr zeichnet jetzt die Augen? Luc, du zeichnest die Augen? Oh, super, du hast den Hut gemalt. Louis, kannst du die Augen zeichnen? Heute Morgen haben wir das Buch angefangen. Wisst ihr noch, wie das Buch heißt? Weißt du, Linja? Wie der Titel lautet? Der Handschuh. Ja, sehr gut, Charlotte. Der Handschuh. Das ist hier geschrieben, der Handschuh. Buchstabieren wir das Wort Handschuh? H, A, N, D, S, C, H, U, H. Ja, der Handschuh. C'est vrai que s'ils n'ont pas compris ma consigne orale, il y a les consignes visuelles, les gestes qui aident à la compréhension. Les consignes sont passées de différentes manières. Donc nous passons les consignes collectivement pour les plus grands. Pour les plus petits, les consignes sont passées collectivement ou en petit groupe, mais sont répétées après en individuel. Donc pour passer les consignes, j'utilise le matériel réel qui est à ma disposition sur ma petite table à côté de la chaise. Donc quand il s'agit d'utiliser des ciseaux, je les ai à proximité, je les montre, les enfants les nomment, les enfants répètent le mot et on utilise le verbe d'action associé. Was machst du mit einer Schere? Ich schneide aus. Les enfants reformulent certaines consignes, les enfants utilisent le verbe d'action et le matériel à utiliser. En petite section, les attendus en langue sont surtout de l'ordre de la compréhension orale. Donc les petits participent, les petits répètent, les petits comprennent, mais c'est vrai qu'ils ne produisent pas encore de manière autonome à l'oral. Par contre, les grandes sections sont en mesure de réinvestir des mots qu'ils ont appris, de commencer à utiliser des structures langagières simples, type « ich möchte »,« ich brauche », ou également de formuler des petites questions type « was ist das » ou alors des questions dans le cadre des rituels « welcher Tag ist heute » par exemple. Voilà. Donc là, vous avez vu le in situ, comment ça se passe. En maternelle, on a parlé de la façon dont ça se parle. Vous avez vu cette vidéo qui donne quand même une bonne image, je dirais, de la façon dont ça se passe réellement dans les salles de classe. À l'école élémentaire, évidemment, viennent s'ajouter au fait que la langue régionale est utilisée juste comme vecteur d'activité à la maternelle. À l'école élémentaire, bien sûr, les apprentissages plus scolaires débutent, à commencer par l'apprentissage de l'écriture, de la lecture et du calcul. Et donc, bien dans l'enseignement bilingue, c'est simplement exactement le même programme qui va être appliqué, mais simplement dans les deux langues. Donc évidemment, l'étude de la langue française en français et de la langue allemande en allemand, mais les mathématiques et l'ensemble des apprentissages qui sont prévus à l'école élémentaire se font dans les deux langues. Donc en général, les deux enseignants se coordonnent et vont travailler sur les mêmes items à peu près au même moment, ce qui va permettre aux enfants de faire le lien et de bien assimiler les deux langues pour les mêmes apprentissages. On s'inquiète parfois de dire « Oh là là, mais est-ce que c'est pas trop ?» Alors, il faut pas stresser quand un apprentissage se fait 2-3 mois plus tard chez tel enfant ou chez tel autre. C'est pas forcément lié au fait que votre enfant soit en classe bilingue. C'est tout simplement que chaque enfant a son rythme et que il faut pas stresser si on a l'impression que le petit copain qui est en classe monolingue a appris à lire ou à compter 3 semaines ou 3 mois avant le vôtre. C'est pas lié au fait qu'il soit en bilingue ou pas, c'est lié au fait que c'est votre enfant et qu'il n'est pas exactement le même que celui de votre voisin. Donc, CPACM2, c'est l'organisation qu'on vient de voir. Et puis ensuite, continuité au collège. Alors au collège, on abandonne, on n'a plus
nous on préférerait, mais c'est comme ça, on n'a plus la parité horaire, c'est-à-dire que ce n'est plus 50% des enseignements au collège qui sont faits en allemand, en langue régionale, mais en général un minimum de 8 heures. Alors parfois c'est un peu plus, et parfois c'est juste les 8 heures. Et les 8 heures, quand c'est 8 heures, c'est 4 heures de langue, donc 4 heures en allemand, et puis ce qu'on appelle les DNL, des disciplines non linguistiques, c'est-à-dire qu'une partie, pour les élèves qui sont en filière bilingue, une partie des enseignements, alors avant c'était surtout les maths et l'histoire, maintenant ça s'est un peu réparti sur d'autres matières, ça peut être le sport, ça peut être la SVT, sont faites en langue allemande, et ça bien sûr c'est en fonction des compétences des enseignants, puisqu'il faut que le prof de maths ou que le prof d'histoire ou que le prof de SVT ou que le prof de sport maîtrise suffisamment la langue allemande pour pouvoir enseigner sa matière dans cette langue-là. Voilà. Et alors après la fin du collège, alors normalement le cursus bilingue tel qu'on l'a décrit ici s'arrête. Il existe au lycée général techno un dispositif qui s'appelle Abibac, donc c'est la délivrance simultanée de l'abitur allemand et du bac français, mais c'est pas en tant que tel la continuité du cursus bilingue. Il y a en Abibac des élèves qui n'ont pas suivi le cursus bilingue auparavant, ça peut être des enfants qui ont des aptitudes linguistiques liées à leur parcours ou à leur environnement familial. Donc quand on dit Abibac, il ne faut pas le voir comme la continuité automatique de l'enseignement bilingue. C'est au lycée général, mais l'enseignement bilingue, il sert aussi aux gamins qui vont aller en apprentissage, au lycée pro, faire un CAP, etc., etc. Donc, si vous voulez, le panel des possibilités pour les gamins qui ont suivi le cursus bilingue est bien plus large qu'uniquement le dispositif Abibac. Au lycée pro, il existe également le dispositif Atsubibac Pro, donc c'est la qualification simultanée professionnelle reconnue à la fois en France et en Allemagne, et qui peut être un excellent marchepied, par exemple, pour des apprentissages transfrontaliers, qui est un dispositif que nous, on trouve très très intéressant, qui a eu du plomb dans l'aile pendant quelques années pour des raisons qui seraient trop longues d'expliquer maintenant, mais qui revit maintenant, et qui permet donc à un jeune de faire un apprentissage, de faire la partie école de l'apprentissage en France et la partie entreprise de son apprentissage en Allemagne, ce qui évidemment lui donne des atouts excellents. Vous pouvez vous renseigner sur notre site, vous voyez ici le lien si vous souhaitez plus d'infos. L'environnement linguistique, et là on se rapproche de l'intervention de notre psycholinguiste et j'en ai bientôt terminé. Donc bien entendu, il est important. Le rôle de l'école, on l'a vu, hein, le principe et le rôle de l'école, c'est de mettre l'enfant en contact avec la langue seconde, avec les deux langues. Petite parenthèse, pourquoi on a été amené à faire ça? C'est tout simplement parce que la transmission de la langue régionale dans le cadre familial ne se fait plus, ou très très peu, ou bien trop peu pour sauver notre langue régionale. Donc le fait de compenser cette perte par un enseignement bilingue à l'école, c'est un des moyens qui ont été trouvés, et probablement le seul, pour essayer de faire en sorte que notre compétence bilingue ici en Alsace ne finisse pas par disparaître. Donc il est extrêmement important de continuer à faire vivre cette filière bilingue pour que la compétence bilingue et biculturelle des jeunes Alsaciens ne se perde pas. Il y a 60 ans, 90% de la population alsacienne parlait la langue alsacienne ou allemande. Aujourd'hui, c'est bien sûr beaucoup moins, et c'est un des outils pour enrayer cette déperdition. L'apport de la famille est bien sûr très important, pas du point de vue de l'apprentissage de la langue, parce que évidemment la grande majorité des familles dont les enfants sont en cycle bilingue, en cursus bilingue, la grande majorité de ces familles ne sont pas germanophones ou dialectophones. Parfois il y a une autre langue encore qui est parlée dans la famille, mais l'important n'est pas que la famille contribue à l'apprentissage de la langue. L'important, c'est que la famille montre à l'enfant qu'elle est motivée par ce projet, et qu'elle donne à l'enfant l'occasion d'être mise en contact avec la langue par le moyen de sorties ou d'utilisation des vidéos ou des émissions télévisées ou de lecture, bien sûr. Il y a plein d'initiatives qui existent aussi, qui permettent de mettre les enfants en contact avec la langue, mais il n'est pas
rédhibitoire que dans la famille, l'enfant soit le seul à apprendre l'allemand. C'est pas du tout rédhibitoire. Il ne faut pas se laisser décourager par cet aspect-là en se disant oulala, là là, est-ce que je vais pouvoir accompagner mon enfant dans son apprentissage à long terme? On pourra certainement en reparler tout à l'heure. Il y aura certainement encore des questions là-dessus. Aujourd'hui, c'est plus de 30 000 élèves qui suivent un cursus bilingue en Alsace. Nous, on souhaiterait que ce soit encore beaucoup plus, mais c'est quand même, on est en Alsace, la région de France où il y a le plus d'élèves qui suivent un cursus bilingue. C'est près de 20% aujourd'hui des effectifs. Voilà. Bon, les sites, si ça vous intéresse de voir dans quelles écoles est proposé le site, le cursus bilingue, vous pouvez trouver ça sur notre site avec la cartographie pour le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 300 écoles qui proposent le cursus bilingue. Voilà, j'en ai terminé pour ce qui est de la présentation générale du cursus bilingue. Je suis quasiment dans les temps. Et je passe, s'il n'y a pas de questions immédiates, mais de toute façon on va les regrouper et vous y répondre tout à l'heure. Je souhaite tout d'abord saluer Ranka Bielic-Babic, la saluer à nouveau puisqu'on se connaît déjà, on a déjà fait cet exercice l'année dernière ensemble et c'était un grand plaisir. Ranka, je vous laisse la parole. Je vous propose simplement déjà que vous vous présentiez rapidement. Et puis, comme vous le savez, on vous a fait parvenir un certain nombre de questions. Donc, je vous laisse dérouler votre intervention. Et puis, on a une demi-heure. Et ensuite, on passera aux questions de nos spectateurs et auditeurs. Bon, donc, bonsoir à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Je suis ravie toujours de participer, même si c'est à distance, à votre activité et de comprendre un peu comment fonctionne de nouveau votre association et de admirer tout l'effort que vous faites dans la propagation, enfin, dans l'acquisition et l'apprentissage de la langue régionale. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, c'est quelqu'un de chez vous qui va tourner mon PowerPoint. Donc, on passe à la page 2. Alors, donc, je suis psycholinguiste. Ça veut dire que j'ai fait des études aussi de biologie, mais je me suis orientée plus tard sur la psycholinguistique, qui est finalement une branche entre la psychologie et la linguistique qui est basée surtout sur la compréhension, l'étude et la recherche des capacités qui sont impliquées dans le langage. Donc, c'est-à-dire la perception, la production et l'acquisition du langage et des langues. Et donc, les dernières 30 années, même plus, de ma carrière en tant qu'enseignante et chercheuse dans ce domaine, j'ai consacré surtout à l'étude du bilinguisme, de l'acquisition de langue chez les enfants bilingues. Donc, j'étais maître de conférence à l'Université de Poitiers, mais je suis toujours membre de cet institut de centre de neurosciences intégratives et cognition qui appartient au CNRS et à l'Université Paris-Cité. Voilà, je participe toujours donc, en tant que chercheur dans un vaste projet sur la compréhension du langage des enfants entre 3 et 6 ans, de familles mono et bilingues, de différents milieux socioculturels. J'anime une association qui s'appelle Bilingue et Plus, qui œuvre pour la valorisation de tout bilinguisme, quelles que soient les langues, dans les crèches, dans les écoles, les bibliothèques, dans les lieux publics. Et j'ai publié un livre en 2017 qui s'appelle L'enfant bilingue chez Odile Jacob, chez l'édition de Jacob, et je prépare pour demain 25 ou 26, chez le même éditeur, un ouvrage. Donc, c'est la prolongation finalement de ce que j'ai fait dans le premier ouvrage. Ne laissons pas les langues familiales à la porte des écoles. Comment introduire les langues familiales et surtout les langues des immigrés qui ne sont pas toujours valorisées dans l'école. Ça peut être aussi comment rentrer aussi les langues régionales pour qu'elles soient vécues avec autant d'assurance et autant de succès que la langue officielle, qui est la langue de scolarisation en France, qui est le français. Alors, notre association aussi, par ailleurs, Bilingue et Plus, a publié deux fascicules, brochure. En 2018, c'est quelque chose qui s'appelle glossaire, bienvenue, quelques mots pour le dire, dans 12 langues, et donc dans anglais et français, et puis 10 langues qui sont parlées par les immigrés
qui était à l'époque le plus majoritaire dans la population, pour leur dire quelques mots, quand on les reçoit en tant que Français dans les lieux publics, de pouvoir leur dire quelques mots de bienvenue et donc pour entamer un peu la discussion avec eux et leur montrer qu'on peut autant aussi leur dire quelques mots dans leur langue et que l'effort peut être aussi même à un petit niveau réciproque. Ensuite, en 2024, nous avons publié le guide de la semaine des langues parce que nous avons initié l'Éducation nationale à organiser et à proposer dans les écoles l'organisation de la semaine des langues, c'est-à-dire un moment où on va, avec les parents et les enseignants qui participent, organiser des activités, soit avec les parents, soit sans eux, soit uniquement avec les enfants, qui sont enfin des activités dans la langue des enfants de l'école. Et donc ça, c'est un projet qui nous est très cher et auquel nous participons beaucoup dans les écoles de la région parisienne. Alors, maintenant, je vais essayer de répondre à des questions que vous m'avez proposées. Et donc, la troisième diapositive, s'il vous plaît. Alors, la question était, quels sont les effets de l'apprentissage précoce de plusieurs langues sur les jeunes enfants? Alors, donc, la majorité des enfants acquièrent en parallèle les langues sur le même calendrier que les enfants monolingues. Et ça commence beaucoup plus tôt que le dit Claude Agege, donc ça peut commencer à la naissance et même avant, dans le ventre de la mère. Alors, quelquefois, il y a un petit décalage entre le progrès dans chacune des langues, mais ce n'est pas un retard, donc ce n'est pas vraiment quelque chose qui va empêcher l'acquisition des langues. Et presque toujours, il y a une langue qui est dominante, et c'est celle qui est peut-être la plus tôt acquise ou celle qui est utilisée à un moment donné. Donc, celle qui est le plus utilisée à un moment donné. Alors, ce qu'on sait, donc les effets d'acquisition de deux langues montrent que finalement, la présence de deux langues ne perturbe pas les enfants. Il n'est pas nécessaire que les deux langues soient maintenues séparées dans la vie quotidienne. Donc ça, c'est quelque chose dont on pourra en discuter par rapport à votre projet de séparer les langues. Donc, on va voir est-ce que c'est toujours nécessaire, est-ce que c'est toujours possible, surtout dans le contexte familial, quand il y a des parents qui ne parlent pas tous les deux la même langue. L'apprentissage de deux langues prend plus de temps que l'apprentissage d'une seule langue. C'est ce que vous avez aussi mentionné tout à l'heure, que finalement, les enfants qui sont dans un cursus bilingue peuvent avoir dans chacune des langues un peu plus de temps. Ils demandent un peu plus de temps pour pouvoir avoir le même niveau que les enfants monolingues, mais eux, ils acquièrent les connaissances seulement dans une langue. Les compétences des enfants bilingues sont inférieures à celles des enfants monolingues si on prend en compte une seule langue. Et c'est pour ça qu'on considère toujours, c'est une évaluation des compétences des jeunes enfants, surtout dans la maternelle, de surtout essayer d'évaluer les performances dans les deux langues parce qu'ils sont aussi performants dans la langue dominante et aussi quand on combine leurs compétences, le niveau de vocabulaire, etc., des deux langues, ils ont les mêmes capacités que les monolingues. Donc là, qui est la plus grande leçon finalement de ce qu'on sait, des études qui existent depuis maintenant 20 ou 30 ans, au moins 20 ans, et qui sont vraiment maintenant répandues dans presque tous les pays où on fait de la recherche sur l'acquisition du langage. Il n'y a plus un seul laboratoire, une seule université où on ne s'intéresse pas aux enfants bilingues, parce que ça correspond à une grande partie des enfants qui fréquentent les écoles. Alors voilà, donc les bilingues sont aussi performants que les monolingues de la langue dominante et je vais revenir sur une conclusion, c'est plus complexe mais pas plus compliqué. Alors, on verra peut-être que... Alors, voilà, l'enfant prend-il plus facilement une langue qu'un adulte? En effet, c'est plus facile d'apprendre, plus on est jeune, plus on apprend plus facilement. Et on verra pour quelles raisons. Donc, plus on est âgé, donc c'est l'hypothèse de la période critique, comme c'est une période pendant laquelle il est plus facile pour les enfants d'acquérir les langues. Plus on est âgé, plus l'acquisition de la seconde langue est difficile, mais pas impossible. Pas de consensus aussi sur pourquoi les enfants sont avantagés. Bon, une des possibilités qui est sûrement acceptée par tous les chercheurs, c'est qu'il y a une plasticité neuronale qui est supérieure chez les enfants par rapport aux adultes. Donc, la capacité d'apprendre beaucoup de choses, les enfants qui apprennent la musique, etc., dans beaucoup d'autres domaines, plus on commence tôt, mieux c'est.
Alors aussi, l'acquisition précoce provient peut-être d'un départ qui est plus précoce, qui leur donne des années supplémentaires d'apprentissage. Ça, c'est aussi une possibilité. Aussi que les enfants auraient peut-être des limitations de traitement cognitif, donc ils ne sont pas encore complètement dans le maximum de leurs compétences cognitives et qui les empêcheraient d'être distraits par des informations non pertinentes. Donc, ils ont plus d'espace cognitif pour apprendre des langues et aussi ils ont une plus grande appétence pour les apprentissages et moins peur de faire des erreurs par rapport aux adultes. Et le plus grand besoin, et un grand besoin, le désir de communiquer avec les pères, avec leur père. Donc, il y a plusieurs points qui sont proposés pour expliquer cette facilité avec laquelle les enfants ils ont pour acquérir la langue. La suivante, s'il vous plaît. Alors, il y a un âge où cet avantage s'estompe. Oui. Donc, plus on est âgé, plus l'acquisition de la seconde est difficile. Donc, il y a cette période critique ou période sensible qui est finalement située en général avant la puberté. Et donc, sur le schéma que vous avez, sur le graphique que vous avez vraiment schématique à droite, vous voyez qu'il y a des A, B, C, des conditions A, B, C. A, c'est, disons que voilà, c'est stationnaire jusqu'à peu près 7 à 14 ans. Là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce que c'est avant 7 ans ou est-ce que c'est avant 14 ans? Et puis ensuite, ça diminue. La possibilité d'acquisition d'apprentissage d'une seconde langue diminue. Il y a la courbe B qui dit c'est avant 7 ans. Puis il y a aussi des gens qui pensent que c'est dès la naissance. On commence déjà à perdre les possibilités. Je veux dire, il diminue avec le temps. Et donc, ce qui est le plus difficile, et ça vous vous rendez aussi compte par rapport à l'accent, alors que je vis en France depuis plus de 50 ans, c'est que j'ai appris le français un peu tardivement. C'est dans le domaine de la prononciation que c'est plus difficile. Après la puberté, il y aura rarement des personnes qui seraient complètement au niveau de l'accent, aussi performants, aussi indistinctables, non différenciés par rapport au monolingue. Donc, la recommandation, commencer le plus tôt possible. Mais ce n'est pas on peut commencer aussi un peu plus tard et être aussi performant dans les deux langues. Donc, c'est vrai que, comme dit Claude Agege, qu'il y a quelque chose qui se fige, mais ça ne se fige pas définitivement. Notre système est articulatoire et nerveux, il est moins ouvert, il est moins plastique, comme on dit, pour les apprentissages après un certain âge, notamment au niveau du langage. Alors, la suivante. Alors, des élèves quittent le cursus bilingue à 6 ans au moment du passage à l'école primaire. Cette imprégnation de la langue maternelle, la langue allemande en maternelle, est-elle suffisante pour faciliter l'apprentissage de l'allemand par la suite? Alors, je dis oui et non. Oui, parce que les acquisitions précoces laissent des traces au niveau phonologique et au niveau du vocabulaire, et aussi au niveau des compétences métalinguistiques, à savoir cette conscience cette conscience sur le langage. Les enfants sont conscients qu'il y a plusieurs langues et cette capacité les aide aussi de garder peut-être les deux langues quelque part dans leur tête. Et alors, non, on peut, si l'exposition à cette langue n'est pas maintenue. S'il y a plus d'exposition, ça va être beaucoup plus difficile de maintenir ce qui était déjà acquis avant l'âge de 6 ans. Donc, comme vous avez dit, en dehors de l'école, il faudrait, enfin, il est important si les parents et l'environnement soutient les acquis et puis considère qu'il est important que les enfants continuent à parler ou à être en contact avec la langue allemande, de leur donner des moyens pour le faire. Donc, oui, il y a des choses qui restent, mais bon, si on les stimule pas, si on n'expose pas du tout les enfants à cette langue, il est difficile de la maintenir après un certain moment. Alors, il y a d'autres questions. Que conseillez-vous aux parents qui hésiteraient à inscrire leurs enfants dans le cursus bilingue? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Acquérir ou apprendre de langue dans la petite enfance, c'est plus complexe, mais pas plus difficile.
Et c'est là où les parents, il faut les rassurer, il faut leur vraiment donner des souvenirs de façon un peu positive dans le sens d'inscrire les enfants à l'école parce que c'est vrai que ça va être un peu plus complexe. Mais c'est pas plus difficile pour les enfants parce qu'ils ont vraiment les grandes capacités cognitives à le faire. Et s'ils sont soutenus et par l'école et par les parents, ça va les rassurer. Et comme ils ont, comme j'ai dit, cette grande appétence pour l'apprentissage, comme ils veulent communiquer, comme ils sont aussi un peu ludiques, beaucoup plus ludiques par rapport aux langues que les adultes, ils sont inventifs, ils font des erreurs aussi qui ne les dérangent pas. Donc, il faut vraiment leur faire confiance qu'ils sont capables de le faire. Parce que, comme j'écris ici, être bilingue repose sur les capacités cognitives sophistiquées, permettant l'acquisition de plusieurs langues dès la naissance et l'apprentissage d'une troisième langue à tout âge. Donc, aussi être bilingue engendre des avantages cognitifs, quelles que soient les langues, tout au long de la vie. Et ça, on sait que maintenant, même les jeunes enfants, ils ont des capacités, certaines développement de certaines capacités cognitives qui sont un peu plus précoces par rapport aux monolingues que les personnes de troisième ou quatrième âge qui sont bilingues depuis toujours, qui utilisent les deux langues à peu près quotidiennement, ils peuvent avoir un retard en moyenne d'apparition des maladies neurodégénératives retardé par rapport aux monolingues. Donc, c'est aussi un certain avantage. Alors, aussi, bon, ça, c'est pas la peine que je vous dise ça à coup, que ça ouvre les horizons sur plusieurs cultures, différentes visions du monde. Et c'est ça qui est aussi important de savoir et d'accepter et de considérer que chaque langue décrit un peu le monde différemment, mais on peut toujours traduire d'une langue à l'autre, ce qui donne une possibilité de voir la réalité plus complexe et plus peut-être intéressante, conduit à vivre et communiquer en harmonie avec l'autre, semblables ou différents, motive les apprentissages et favorise la tolérance pour l'enfant dont le vécu linguistique et culturel est reconnu et valorisé à l'école. Donc ça, c'est bon, ce point concerne surtout aussi les enfants qui ont une autre langue que le français ou que l'allemand ou l'alsacien à la maison et facilite la mobilité professionnelle. Ça, vous avez déjà parlé, évidemment, que vous êtes conscient de tout ça. Alors, la suivante, et donc c'est la dernière, c'est un article que nous venons de publier, pour l'éducation nationale, avoir 2 langues et plus à l'école maternelle, avec ma collègue Nathalie Auger, qui est professeure à l'Université de Montpellier, et je vais pouvoir vous l'envoyer l'article très rapidement, s'il n'est déjà pas mis sur le site de l'éducation nationale. Voilà, et ça, c'est ma dernière diapositive. Et moi, ce qui me surprend toujours, c'est l'énergie que met l'État français pour favoriser la diversité linguistique quand il s'agit de défendre le français dans le monde, par exemple au Canada. Il y a eu récemment des informations où il y a eu des polémiques là-bas au Canada où l'État français dit mais c'est pas normal que le français soit traité comme une langue de seconde zone au Canada, il faut défendre le français au Québec, etc. Et quand on est exactement dans la même situation chez nous en France et qu'on dit il faut aussi défendre les autres langues que le français en France, là, comme par hasard, l'État est beaucoup moins dynamique pour défendre les autres langues. Bon, c'était une petite... Alors, si je peux intervenir, vous avez tout à fait raison, mais il est vrai, donc ça c'est l'État qui est peut-être plus réticent, mais quand même à la base, dans les écoles, dans différents endroits, on accueille et puis on commence de plus en plus quand même à de vraiment tenir compte des langues familiales, donc pour les enfants d'immigrés, des langues mineures et aussi de plus en plus des langues régionales. Donc, ça change quand même un peu depuis que je m'occupe de bilinguisme et surtout de l'application et dans les écoles et les lieux publics. Ça évolue vraiment dans le bon sens lentement. Je suis tout à fait d'accord et rien n'est encore gagné, mais aussi dans d'autres pays, ce n'est pas gagné non plus. En Allemagne, je ne suis pas sûre. Dans certains endroits, oui. Aux États-Unis non plus. Et puis avec la nouvelle politique et le nouveau gouvernement, c'est pas sûr qu'on va valoriser les langues des immigrés. Donc, la bataille, elle est toujours d'actualité, mais quand même,
les gens sont de plus en plus conscients que leurs voisins, les enfants à l'école, leurs copains parlent d'autres langues que le français. Absolument, ça c'est la diversité des origines des gens qui habitent dans les différentes régions qui fait qu'il y a cette pression positive qui arrive par le terrain en quelque sorte. Et effectivement, j'allais exclure les États-Unis de ce que je disais parce que là-bas, c'est sûr. Bon, quoique là-bas aussi, il y a une diversité culturelle et linguistique bien sûr, très grande. forte, mais c'est sûr que les anglophones des États-Unis ne sont pas très enclins au bilinguisme ou au plurilinguisme. Ça, mais ils seront obligés parce qu'il y aura des États où la langue espagnole sera majoritaire. Absolument. Donc, je prends note de votre optimisme et je vous accompagne dans l'optimisme. Je vais prendre dans ma bouche les premières questions et puis, Ranka, n'hésitez pas à compléter ce que je vais pouvoir dire. Donc, sur Facebook, on a, alors j'espère que je prononce bien, mais Zoucha qui nous pose la question. Après, pour le collège, est-ce qu'on peut mettre l'enfant en collège public normal? Donc, je répète ou j'informe si j'ai pas été clair. Nous parlons bien, quand on parle de cet enseignement bilingue, d'un enseignement qui se fait à l'école publique, entre guillemets, normale. Donc, aussi bien à la maternelle qu'à l'école élémentaire qu'au collège. Les enfants dont nous parlons, les 31 000 dont je vous ai parlé tout à l'heure, sont bien scolarisés dans l'école public, tout à fait normal. C'est-à-dire que les classes bilingues sont dans les mêmes locaux et dans la même organisation de l'école publique que les autres. Et donc le collège dont je vous ai parlé tout à l'heure aussi, pareil, les sections bilingues ou les classes bilingues sont dans le collège, entre guillemets, tout à fait normal. La seule chose qui peut arriver, c'est que quand votre enfant entre au collège, votre collège de rattachement, vous savez que ça se passe de cette manière-là, si vous habitez dans un quartier de la ville ou dans un village, il y a ce qu'on appelle le collège de rattachement où tous les enfants du village, par exemple, vont aller. Je vous donne l'exemple de notre classe bilingue à Orbay, là, dans le village où j'habite. Le collège de rattachement, c'est le collège c'était avant le collège de Ribeauvillé. Je me trompe d'ailleurs, il faudrait que je vous parle du lycée. Mais le collège de rattachement n'a pas forcément de filière bilingue. Et donc, il est possible éventuellement que votre enfant, si vous voulez qu'il continue la filière bilingue, n'aille pas dans le collège de rattachement, mais dans le collège le plus proche où il y a une filière bilingue. Voilà, ça c'est la seule petite exception qui peut y avoir. Mais donc, on parle bien d'une continuité dans l'enseignement public. Il ne s'agit pas d'école privée. Il ne s'agit pas d'un enseignement qui se passe dans une autre école que celle des autres enfants. J'espère que c'est bien clair par rapport à ça. Et la même Zoucha nous demande mon fils au collège pourra-t-il demander au collège de faire un stage en Allemagne? Alors oui, notre organisation fait que tous les collèges qui ont une filière bilingue peuvent entrer dans le dispositif Eurostage, qui consiste donc à permettre à l'ensemble des enfants, des élèves de 3e bilingue, d'aller faire leur stage dans une entreprise en Allemagne ou en Suisse, en tout cas dans une entreprise germanophone. Nous avons cette année, Pierre, aidez-moi, une quinzaine de collèges, je crois, 13 ou 14, 16 collèges qui participent au dispositif Eurostage. Donc il y a 16 collèges alsaciens, dont les élèves de 3e bilingue vont faire leur stage en Allemagne. Ça représente cette année un peu plus de 230 stagiaires qui sont partis là actuellement. Ils sont en train de partir. Ils sont partis depuis décembre les premiers jusqu'en mars les derniers, je crois, ou avril. 230 jeunes de 3e ici en Alsace, scolarisés en filière bilingue d'un collège en 3e, vont faire leur stage en Allemagne. Si le collège où votre enfant sera ne participe pas au processus Eurostage, vous aurez tout loisir d'aller expliquer au prof et au principal que ce serait bien qu'il le fasse. Et deux, nous avons aussi un dispositif d'aide individuelle pour trouver des stages en Allemagne pour des élèves. Donc si par malheur le collège devait ne pas participer au projet Eurostage de manière groupée, vous avez toujours la possibilité, en vous adressant à Eltern Alsace, qu'on vous aide à titre individuel, contre une modeste adhésion, à trouver un stage pour votre jeune. Et à ce moment-là, bien sûr, on peut aussi parler des stages en dehors de la 3e, puisque maintenant, vous le savez, les jeunes de seconde sont également censés trouver un stage de 2 semaines
au moment du bac, parce qu'il faut désengorger les lycées. Et donc, pour que les jeunes ne soient pas désœuvrés, on leur demande de faire un stage de 2 semaines au moment du passage du bac, des premières et des terminales. Là aussi, notre projet chez Eltern, c'est d'aider les jeunes à faire leur stage de seconde. Et cette fois-ci, on parle bien d'un dispositif individuel, à trouver des stages en Allemagne, parce qu'il faut voir aussi que plus on approche de l'âge de l'entrée dans la vie professionnelle, plus les entreprises allemandes sont très demandeuses de trouver des stagiaires, parce que dans l'esprit d'un chef d'entreprise ou d'un recruteur en Allemagne, vous le savez, en Allemagne, l'apprentissage est très développé. Ce qu'on appelle la Dual Ausbildung, donc l'apprentissage sous la forme école, plus ce qu'on appelle chez nous maintenant l'alternance, qui se développe bien sûr en France aussi, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé en Allemagne qu'en France. Donc, aller faire un stage de seconde dans une boîte en Allemagne, c'est très certainement se donner beaucoup de chances supplémentaires de trouver peut-être un jour une proposition d'embauche et en tout cas de revenir avec une expérience qui permettra de valoriser un cursus au moment de chercher un job, par exemple en France aussi, bien sûr. Je ne sais pas si quelqu'un a une remarque à faire complémentaire, en cas peut-être. Et j'avais une troisième question de FBB Écologie. Quelle est la différence entre cursus bilingue et section internationale? Alors, les sections internationales, c'est au lycée, si je ne m'abuse, et au collège aussi. Il y a des collèges et des lycées qui proposent ce qu'on appelle des sections internationales. Alors, je le dis de manière simple et peut-être un peu caricaturale, mais les sections internationales, ce sont des classes comment dire, très restrictives, très élitistes, qui sont mises à disposition souvent par exemple à Strasbourg, il y a un lycée avec une section internationale. C'est en fait réservé sur dossier à des enfants qui, par exemple, sont issus de familles de diplomates ou de gens qui travaillent à la Commission européenne, et donc il y a des lycées qui proposent ces sections internationales. C'est sur dossier et ça n'a rien à voir avec le cursus bilingue. Le cursus bilingue, comme vous l'avez compris, c'est un cursus qui démarre dès la première année de maternelle, donc dès les 3 ans de l'enfant. Donc évidemment, à 3 ans, il n'y a ni sélection, ni dossier, ni tri quant aux compétences de l'enfant. Tout le monde a accès à l'enseignement bilingue paritaire. Il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de niveau requis. C'est un choix que font les parents, et c'est pour ça que c'est très important d'être éclairé, je dirais, par rapport à ce choix. On ne sait pas ce que deviendra l'enfant plus tard. Est-ce qu'il sera très littéraire, très matheux, très manuel, très je ne sais pas quoi. Peu importe, quoi qu'il soit, il le sera en 2 langues, et donc, quelles que soient ses aspirations pour l'avenir, il aura ce patrimoine, cette richesse qu'on lui aura offerte, que vous, les parents, vous lui aurez offert, en lui permettant d'avoir cette acquisition d'une 2e langue dès le plus jeune âge, et il en fera ce qu'il pourra dans sa vie future, mais en tout cas cet atout, personne ne pourra le lui prendre. En cas, je ne sais pas si vous voulez compléter. Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec votre réponse. C'est aussi le fait que c'est vrai, cet apprentissage des 2 langues, c'est quelque chose qui se fait très tôt, puis c'est de façon un peu égalitaire, que ce ne soit pas un projet élitiste. C'est vraiment un projet d'acquisition, de s'enrichir avec avec la chance de vivre dans une région où cette langue est à proximité avec des pays où cette langue est parlée, donc profiter de cette situation. Dans d'autres régions comme à Paris, on n'a pas cette chance-là, mais on a d'autres langues qui sont très importantes comme l'arabe, et il y a déjà quelques écoles qui proposent quelques classes d'arabe à tous les élèves. Donc, ça pourrait aussi se répandre parce que la population qui parle arabe est très importante dans notre région. Et j'en profite aussi pour rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Et nous, dans notre processus Eurostage, on s'en rend bien compte. Vous avez dit les jeunes qui commencent par un apprentissage précoce, ils apprennent à ne pas avoir peur de faire des erreurs dans leur apprentissage. Absolument, absolument. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on constate.
Et là encore, je dirais, notre système éducatif en France, il est quand même très orienté vers je dirais, la perfection. Et donc, c'est soit c'est juste, soit c'est faux. Or, dans l'apprentissage d'une langue, ça se fait par itération. On imite, on se trompe, on recommence. Exactement. Voilà. Et c'est très important. Nous, on se rend compte que les jeunes, et je prends l'exemple des stages, n'ont absolument aucune peur d'arriver un lundi matin dans une entreprise en Allemagne. Ils sont seuls, ils rencontrent leur maître de stage, ils vont peut-être se retrouver dans un groupe avec d'autres stagiaires ou apprentis allemands. Et à chaque fois qu'on a accompagné des gamins comme ça pour voir comment se passait l'intégration dans l'entreprise, à chaque fois on s'est rendu compte que nos jeunes, même s'ils ne parlaient pas parfaitement, n'avaient absolument aucune peur de se lancer, de parler, d'échanger, et ne se posaient pas la question de savoir est-ce que ce que je suis en train de dire est parfaitement juste ou pas, parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'ils se rendent compte qu'ils sont compris et qu'ils se font comprendre et qu'ils comprennent ce qu'on leur dit, et c'est bien l'essentiel pour générer une relation, que ce soit dans le monde professionnel ou privé d'ailleurs. C'est tout à fait vrai, et j'ai oublié de dire quelque chose, d'insister, que j'insiste toujours dans mes présentations, c'est qu'il n'y a pas de bilingue parfait. Il n'y a pas quelqu'un qui est vraiment parfait dans les deux langues. Et il faut aussi que cette école française qui insiste beaucoup sur le français comme la seule langue que les élèves doivent connaître à la perfection, alors que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas de monolingues qui sont parfaits même en français, à part quelques peut-être académiciens et encore. Il faut aussi encore. Donc, il faut aussi accepter que les bilingues en allemand ou en français ne sont pas parfaits. C'est qu'ils font des erreurs, qui créent des mots, qui créent des constructions, mais il faut les accepter, les conduire vers une présentation ou une expression qui est plus appropriée, mais ne pas les inhiber, ne pas les corriger aussi tout le temps. Ça, c'est une chose tout à fait importante et je pense qui concerne aussi les parents qui sont peut-être plus, connaissent bien l'allemand, ne pas corriger les enfants quand ils font des erreurs. Plutôt exprimer d'une façon plus correcte, ne pas dire non, c'est pas bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc vraiment être beaucoup plus tolérant parce que le bilingue n'est pas comme un monolingue, comme deux monolingues de la même tête, ce que disait toujours François Grosjean, qui est un grand spécialiste du bilinguisme chez l'adulte. Donc, vraiment permettre de s'exprimer le plus librement et d'arriver évidemment à une maîtrise aussi bonne dans les deux langues pour pouvoir communiquer, suivre l'école et continuer après d'autres métiers, mais avec ce bagage vraiment très riche qui est le bagage des deux langues, ou plusieurs, parce que, comme on avait dit et vous avez répété, même s'il n'y a pas beaucoup d'études encore qui montrent que avoir deux langues, ça facilite l'apprentissage de la troisième langue, mais on a tellement de témoignages des gens qui ont eu des facilités et des élèves pour apprendre une troisième langue. Absolument. Je vais vous donner une anecdote qui va illustrer ce que vous dites. Je me considère comme assez bon locuteur en français et en allemand, et, parce que je travaille avec des entreprises allemandes depuis plus de 30 ans aussi. Mais les premières fois où des médias allemands m'ont sollicité pour que je leur explique ce que fait notre association, cette partie-là de ma vie professionnelle, enfin en l'occurrence associative, elle se passe à 99% en français, parce qu'on parle avec les parents, on parle avec l'éducation nationale, on parle avec les institutions, etc. Et ben, j'étais bien normal la première fois qu'on m'a posé des questions en allemand sur ce que fait Eltern-Alsace, sur la façon dont ça se passe, les difficultés, etc. Et ben, j'ai eu vraiment du mal à trouver mes mots en allemand, tout simplement parce que c'est un domaine où dans cette deuxième langue que je maîtrise très bien, je n'étais pas habitué à parler, tout simplement. Et donc, j'avais pas les vocables et j'avais pas les réflexes. Voilà, et puis après, ça vient avec le temps. Tout à fait. Et puis moi qui suis bilingue dans ma langue maternelle, c'est le serbo-croate, mais j'ai fait toutes mes études et la plus grande partie de ma vie en France. Par exemple, je ne pourrais pas faire facilement une présentation comme ça dans ma langue maternelle, parce que tout mon vocabulaire, toutes mes connaissances dans le domaine viennent du français et de l'anglais, de la littérature anglaise. Donc, le transposer dans ma langue maternelle, ce serait beaucoup plus difficile. Ça me demanderait beaucoup plus d'efforts que ce que je fais en français ou en anglais. Donc le bilingue parfait n'existe pas, et je pense que c'est le meilleur message à vous passer à tous. Il n'y a pas faut pas se stresser dans cette histoire d'engager son gamin dans un cursus bilingue. Il n'y a pas d'obligation de performance.
il faut se dire exactement. ça ne va Mais jamais. pas de complexe par rapport à ses compétences, qui Pas peuvent de toujours complexe. s'améliorer, mais aussi elles peuvent se perdre aussi un peu. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Et le processus de bilingue, c'est un processus qui est dynamique. On est dominant dans une langue par rapport à l'autre, dans un domaine par rapport à l'autre, et donc chez les enfants et chez les adultes, ça se passe tout à fait de la même façon, sauf que les adultes, on est un peu plus inhibés, on est un peu plus complexés, on tend vers la perfection, comme vous dites, qui est quand même dû aussi à un type d'enseignement qu'on a eu dans ce pays. Absolument, je crois que c'est le maître mot. Il faut faire confiance à son enfant. On peut lui Absolument. faire confiance. Il ne va rien se passer de grave. Non. Il faut tenir bon aussi parce que l'environnement parfois a tendance à la première difficulté, quand je pense spécifiquement donc à l'enseignement bilingue paritaire, à la première, je parlais tout à l'heure par exemple d'un petit retard à l'apprentissage de l'écrit ou de la lecture par exemple. Dès qu'un gamin qui est en bilingue a le moindre petit souci, il y a toujours quelqu'un dans l'environnement, notamment l'enseignant ou le directeur de l'école ou des gens bien intentionnés ou pas, qui vont dire ah mais c'est parce qu'il est en bilingue, ça lui fait trop de travail, c'est trop pour son pauvre petit cerveau, sortons-le du bilingue et ça va évacuer le problème. Eh ben c'est faux. C'est complètement faux et vous avez tout à fait raison de le dire. Alors qu'on ne se pose pas les mêmes questions quand il y a un monolingue qui a des mêmes difficultés. On ne dit pas ah pourquoi il a, parce qu'on cherche autre chose, on cherche de l'aider dans cette matière, alors que là on met tout de suite sur le dos du bilinguisme qui après ne sécurise plus les parents, ça les rend fragiles, ça les rend, enfin, ils se posent des questions déjà en tant que parents de bilingues ou d'enfants devenir bilingues, on se pose des questions qu'un monolingue ne se pose pas. Mais il ne faut pas hésiter, il faut se consulter, il faut aussi discuter avec des gens, il faut avoir confiance et en soi, à son choix et aussi aux enfants. Et puis pas complètement abandonner à la première difficulté, et ce qui est quelque chose qu'on sait, même quand les parents parlent les langues familiales, et qu'il faut continuer vraiment pendant très longtemps à maintenir ces deux langues dans l'espace de vie de l'enfant. Le plus longtemps possible, parce qu'on peut acquérir très facilement une seconde langue, on peut la perdre très facilement. Et je finirai par une anecdote pour illustrer ça aussi. J'ai un très bon ami dont la fille était en classe bilingue avec la mienne. Et cette jeune fille a montré des problématiques de dyslexie, dyspraxie et tout ce qu'on veut, assez importants dès le CP, évidemment. Ils se sont rendus compte de ça. Et alors évidemment, tout l'environnement scolaire, c'était « Oh là là, si elle est dyslexique, on ne peut pas la laisser en bilingue. Il faut la sortir du bilingue pour qu'elle puisse se concentrer sur l'apprentissage du français, parce qu'elle ne pourra jamais apprendre les deux langues en même temps. » Bon. Heureusement, ce papa s'est fait accompagner par Eltern Alsace et par d'autres, et il a tenu bon, les parents ont tenu bon jusqu'à la fin du collège, donc jusqu'au stage de 3e. Cette fille, avec sa dyslexie, est restée en classe bilingue, avec les mêmes appuis et aides qu'elle aurait eu en monolingue pour pallier à ses problématiques de dyslexie. Mais elle a continué son cursus bilingue et elle est allée au bout de son cursus bilingue comme elle serait allée au bout de son cursus monolingue, et son bilinguisme n'a rien apporté, enfin en tout cas rien enlevé ou n'a pas ajouté à ses problèmes de dyslexie, bien entendu. Et aujourd'hui, elle fait ce qu'elle fait des études, elle travaille, elle est à Montpellier, et dans sa boîte, elle est comment dire, la référente pour dès qu'il y a des contacts avec l'Allemagne, parce qu'elle parle allemand. C'est le même problème aussi avec les enfants autistes, dont les parents parlent une autre langue que le français. On dit, mais non, il ne faut pas parler parce que c'est compliqué. Autiste, c'était vraiment un cas un peu extrême par rapport à la communication et par rapport à l'acquisition du langage. Mais il ne faut pas abandonner la langue maternelle, parce que c'est vraiment aussi la façon dont on peut rentrer quelquefois plus facilement en contact avec ces enfants qui ont vraiment des problèmes de communication. Mais voilà, parfait. Le temps passe très vite quand on parle de sujets qui nous passionnent. Je vérifie, je ne vois plus d'autres questions venant de nos auditeurs, spectateurs. Donc, s'il n'y en a plus, il me reste à remercier beaucoup. Alors, l'année dernière, je m'étais beaucoup exercé, donc je vais refaire une petite tentative. Bravo, vous avez bien fait. Il me reste à remercier Ranka Bielic Babic
Tout à fait, bravo. Oh là là, je suis fier de moi. D'avoir participé, de nous avoir apporté toute son expérience et ses éclairages. Remercier tous ceux, bien sûr, qui ont participé en live. Et, pardon, il y a une autre question? On a quelques questions, on se laisse 10 minutes pour y répondre. Toujours Zou, je ne parle pas allemand, je parle français et anglais. Est-ce que ça va être difficile pour mon fils en école bilingue avec immersion totale en allemand? Anka, je vous laisse répondre. Bah, je pense que non, parce que de toute façon, il y aura du français, et puis si vous ne pouvez pas vraiment le suivre, bah, c'est lui qui vous apprendra un peu l'allemand et vous expliquera ce qu'il doit faire. Donc, en tant que parent, pas de souci. Et aussi quelque chose qu'on essaie de conseiller aux parents, d'avoir un peu plus de légèreté dans tout ça, parce que finalement, c'est des apprentissages finalement qui aussi passionnent les enfants, même quand ils sont aussi un peu de difficultés. Et comme on avait dit, ils ne se font pas corriger ni par leurs camarades, ils vont apprendre, ils vont créer des choses, et ben ils vont aussi quelquefois se décourager. Donc, il faut toujours les motiver, les encourager, même si vous ne pouvez pas suivre l'allemand qu'ils apprennent à l'école. Et il faut pas. Et ce que je dis toujours, c'est en maternelle, vous allez pouvoir suivre si ça vous intéresse, parce que vous allez apprendre en même temps que votre gamin, et au CP pareil. Après, à l'école primaire, élémentaire, votre gamin, il est capable de formuler en français une problématique qu'on lui a posée en allemand. L'enfant, il va parler allemand dans le cadre de l'école avec son enseignant, mais quand il rentre chez vous, si vous ne parlez pas allemand, il ne va pas commencer à parler allemand avec vous. Bah non. S'il a une question à vous poser par rapport à quelque chose qui s'est passé dans la partie allemande de son enseignement, eh ben, il va être capable de le formuler en français. Et pour la blague, à partir du moment où il est en troisième, les équations du second degré, il y a beaucoup de parents, si on leur pose la question en français ou en allemand, on est beaucoup à plus savoir y répondre aux équations du second degré. Donc, de toute manière, la question ne se pose plus. Et voilà, juste encore une chose, si les parents lui apprennent l'anglais, c'est aussi une façon de voir comment on peut un peu faire des comparaisons de langues, parce que l'anglais, il y a beaucoup de mots et du français et beaucoup de l'allemand en anglais. Donc aussi, on peut jouer à ce jeu-là pour faire un peu comparaison des langues, ce qui peut aussi le motiver à être bon et puis quelquefois être meilleur que les parents dans quelque chose que les parents ne connaissent pas. Donc franchement, aucun stress. Vous ne parlez pas allemand, vous parlez français et anglais. Vous avez déjà, vous, l'habitude de jongler avec plusieurs langues. Et ben, il y en aura une troisième qui va faire son entrée dans la famille. Et que ce soit en immersion ou en bilingue, parce que vous parlez de l'immersion, Zou, c'est aucun problème. L'immersion, c'est l'immersion à l'école. Mais comme on le disait tout à l'heure, dès que l'enfant retourne dans sa vie autour de l'école, eh ben, il est à nouveau baigné dans un monde francophone. Donc, au contraire, allez-y, à fond. Les collèges bilingues, on vous a mis le site en lien. Alexis, alors on a déjà un peu répondu. Donc, si l'enfant ne s'adapte pas au bilingue, peut-il en sortir à tout moment? Donc, la réponse est oui. L'enfant peut en sortir à tout moment. Par contre, c'est irréversible. Donc réfléchissez-y bien à 2 fois avant au premier, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut pas sortir son gamin du bilingue au premier problème. Parce que dans 95% des cas, c'est pas lié à l'enseignement bilingue le problème de cet enfant. C'est lié à autre chose, c'est lié à une difficulté d'apprentissage qu'il aura aussi en classe monolingue. Donc ne pas faire de l'enseignement bilingue le bouc émissaire et la solution de facilité de dire ah, il ne s'adapte pas, donc je change de classe. Marie Viter, vous disiez qu'il n'est pas possible d'intégrer le cursus bilingue en cours de route. Voilà, mon fils est en petite section maternelle monolingue. Est-ce que c'est déjà trop tard? Non, c'est pas trop tard. Au moment de la maternelle, vous pouvez le mettre en section bilingue, en moyenne section, voire même en grande section. Alors, c'est possible en grande section, mais il y a parfois des écoles, des directeurs ou des profs qui sont un peu sceptiques là-dessus, mais il ne faut pas se laisser faire. Si vous avez envie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'apprentissage entre 4 et 7 ans, votre enfant va rattraper entre guillemets le temps perdu. Donc, oui, vous pouvez encore, tant qu'il est en maternelle, intégrer le cursus bilingue. Votre enfant peut intégrer le cursus bilingue, même s'il a commencé par la petite section monolingue. Il y a d'ailleurs, à notre grande dame, de plus en plus d'écoles qui ne font démarrer l'enseignement bilingue qu'à la moyenne section. Alors, c'est plein d'arguments très,
comment dire, très forts de l'éducation nationale, mais c'est certainement pas des arguments qui sont dans l'intérêt des enfants. C'est plus des arguments pour économiser des postes, pour l'organisation, etc. Mais donc il y a des écoles où le bilingue ne commence qu'en moyenne section. Donc aucun problème pour faire intégrer la section bilingue à votre gamin en moyenne section par exemple. Claire, bonjour. À partir de combien d'élèves la section bilingue peut-elle ouvrir dans un collège? Dans la vallée de Villers, que nous connaissons bien, nous avons un site bilingue maternel et élémentaire, mais pas encore au collège. C'est une longue histoire, le Val de Villers, Claire. On se bat depuis des années et des années pour et l'ouverture de au moins un site bilingue en maternelle et primaire supplémentaire. Ça avait commencé à Fouchy, si ma mémoire est bonne. Et le maire de Villers nous parle depuis longtemps de l'ouverture d'une école bilingue à Villers, qui est la ville principale du Val de Villers. Si vous voulez, et aujourd'hui, je crois que les gamins partent au collège de Célestat ensuite, pour ceux qui veulent continuer, ce qui évidemment en termes logistiques n'est pas très pratique, parce que le Val de Villers est très encaissé. Bon, je passe les détails géographiques. Pour répondre à votre question, il n'y a pas de réponse claire et nette. On a réussi à faire ouvrir des sections bilingues dans des collèges où il n'y avait pas de classe bilingue avec 10 élèves. Avec le bon lobbying, avec les bonnes actions, avec la bonne motivation, avec souvent aussi la motivation d'un principal de collège. Et puis il y a d'autres collèges où vous arrivez avec une demande de 15 élèves et ça ouvre pas. Donc c'est aussi un peu une question de rapport de force, de s'y prendre à temps, de se mobiliser ensemble. Donc je vous invite, si vous avez envie et de vous mobiliser avec d'autres pour pousser à l'ouverture d'une classe bilingue dans un collège où il n'y a pas encore de section bilingue, à vous rapprocher d'Alterne pour qu'on voit ça ensemble. C'est un dossier qu'on suit depuis de longues années. Le président de la CEA, M. Pierry, il est du coin. C'est un argument, mais jusqu'à présent, ça ne nous a pas suffi pour l'ouverture d'une classe bilingue dans le Val de Villers. Mais on est partant. FBB Ecology, ce n'est pas ce qui est indiqué sur le site de l'Académie. Il est question pour certaines écoles d'un oral d'allemand pour inscrire son enfant. Je sais, alors certainement pas un oral d'allemand pour entrer en maternelle bilingue. Alors là, certainement pas. Après, on a vu tout. Hein. Vous avez effectivement parfois des choses très bizarres, mais je confirme qu'il n'y a absolument aucun critère d'admission d'un enfant. Il ne doit y avoir aucun critère d'admission d'un enfant en classe maternelle bilingue. Donc si jamais on vous écrit ou on vous dit ça, faites-nous remonter l'info parce que c'est absolument hors de propos. Alors, excusez-moi, juste s'il n'y a plus de questions me concernant, est-ce que je peux vous quitter parce que je dois partir? Oui, on va y arriver. Si jamais il y a une question qui vous concerne absolument, on la rajoutera à notre podcast et au replay. D'accord. De toute façon, on va bientôt terminer. Je vous remercie encore une fois, Ranka. Eh bien, écoutez, merci à vous et bonne continuation et vraiment bravo pour ce que vous faites. Et on se tient au courant pour partager nos connaissances, nos actions et puis nos désirs. Avec plaisir. Et puis, je vous dis déjà à l'année prochaine. À l'année prochaine. D'accord, parfait. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Donc Claire sur Facebook, d'après vous, le cursus bilingue est-il accessible aux parents ne parlant pas du tout allemand, notamment pour le suivi Donc voilà, on en a déjà parlé, je répète simplement que pour le suivi des devoirs, premièrement, la majorité des parents dont l'enfant est en classe bilingue en Alsace, la grande majorité des parents ne parlent pas l'allemand. Deuxièmement, il est important de montrer à votre enfant en permanence l'intérêt que vous y portez, donc essayez de regarder avec lui les devoirs, etc. Et ensuite, vous rassurer sur le fait que, mis à part la lecture en allemand que vous ne pourrez pas faire avec lui, mais vous allez pouvoir suivre et surtout vous allez pouvoir l'accompagner dans les devoirs parce que lui va être capable de formuler en français et même de vous traduire, il sera peut-être même très fier de vous traduire la question qui lui est posée en allemand. Donc beaucoup de parents sont passés par là, ont accompagné leurs enfants dans un cycle complet d'enseignement bilingue sans eux-mêmes parler la langue. Et encore une fois, si vous
êtes motivé et si vous l'accompagnez par exemple en regardant des dessins animés, des films, des vidéos, en faisant des jeux, etc., vous avez aussi la possibilité, si vous avez la motivation, et si vous commencez dès la maternelle avec votre enfant, d'apprendre avec lui et donc de ne pas être complètement ignare en allemand puisque vous ferez le cursus en même temps que lui. Voilà, cette fois-ci, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. J'attends éventuellement que quelqu'un me dise le contraire. Et là, je vois encore un petit message. Non. Écoutez, je dirais, désolé de vous avoir pris un quart d'heure de plus que ce qui était prévu initialement. J'espère qu'on a pu répondre à un maximum d'interrogations, donner un maximum d'informations. On est bien sûr là au quotidien chez Eltern. Vous avez eu les coordonnées de toute notre équipe. Par téléphone, par mail, sur les réseaux. N'hésitez pas à poser la question que vous n'auriez pas pensé à poser dès ce soir. Il me reste à remercier l'équipe pour l'organisation, les collègues bénévoles de l'association pour leur entrain et leur motivation sans faille, bien sûr l'ensemble des spectateurs et auditeurs de ce soir. Et je vous invite donc à retrouver, si vous le souhaitez, ou à partager cette session d'information à tous ceux qui n'auraient pas pu venir nous rejoindre ce soir. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures bilingues. Merci à tous et bonne soirée.